Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être en direct avec vous pour cette deuxième journée consacrée à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, co-organisée, vous le savez, par l'AFMD et le Mouvement des entreprises de France. Alors vous le savez, toute la semaine, nous donnons la parole aux acteurs, aux actrices et aux organisations engagées en faveur de l'égalité des chances et de la diversité. Autant de sujets qui s'inscrivent au cœur même de toute démarche RSE. Et ça tombe plutôt bien puisqu'il s'agit, c'est de la responsabilité sociétale des entreprises que nous allons mettre à l'honneur ce matin à travers 2 temps forts d'échange et de partage. Dans un premier temps, nous allons réfléchir ensemble et voir comment bien structurer et communiquer autour de sa stratégie RSE. Et dans un second temps, nous échangerons avec 2 créateurs d'entreprises ayant eu un impact positif sur la société comme sur l'environnement. Je ne vous en dis pas plus avant de démarrer et d'accueillir nos tout premiers invités. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la plateforme Imagina sur laquelle vous pouvez également suivre tous nos ateliers. Et pour permettre au message constructif d'essaimer un seul hashtag toute la semaine, le hashtag série 21 comme semaine entreprise responsable inclusive 2021, vous l'avez compris. Et pour cette première table ronde intitulée Comment structurer et communiquer sa stratégie RSE, je suis ravie d'accueillir Agnès Rambaud-Paquin, vice-présidente exécutive de Des Enjeux et des Hommes. Bonjour Agnès. Alors, vous n'êtes pas avec nous en présentiel, mais à distance, et on va échanger dans quelques instants ensemble. Soyez la bienvenue. Mariella Morandi, conseillère économie responsable auprès d'Olivia Grégoire. Bonjour Mariella, soyez la bienvenue. Aurélien Beaucamp, responsable RSE de Page Group. Bonjour. Anne-France Bonnet, présidente de Nova Vista, secrétaire générale, communauté des entreprises à mission. Soyez la bienvenue. Et Lionel Baraban, cofondateur et CEO de l'entreprise Famoco. Alors, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite ensemble. Et vous le savez, le Mouvement des entreprises de France publie cette année l'édition du baromètre national de perception de la RSE en entreprise, et ce pour la 3e année consécutive. Alors, ce baromètre met en lumière une certaine méconnaissance des actions RSE des entreprises. Par ailleurs, toujours selon ce baromètre, la proportion des salariés qui disent connaître les valeurs de leur entreprise ne progresse absolument pas. Et j'ajoute, toujours selon ce baromètre, que les salariés sont assez partagés sur l'impact des entreprises sur la société. La proportion d'opinions positives chute fortement cette année. Alors, à l'heure où nous savons qu'une entreprise qui ne s'engage pas, c'est une entreprise qui ne se projette pas et donc qui ne prépare pas l'avenir, comment aider les entreprises à structurer mais aussi à faire connaître leur démarche RSE? Quels sont les différents outils qui peuvent les aider? On va commencer avec vous, Agnès Rambaud-Paquin, puisque vous n'êtes pas à côté de nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente exécutive de Des Enjeux et des Hommes. Alors, je vais vous laisser vous présenter, mais juste avant, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous donniez votre regard, en fait, votre perception des résultats de ce baromètre. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aussi ce matin, malgré la distance. Donc moi, j'anime Des Enjeux et des Hommes, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la RSE qui existe depuis une petite vingtaine d'années. Et nous accompagnons des entreprises de toute taille, voilà, des ETI, des startups, des PME. On est une quarantaine de consultants à Paris et en région et filiales depuis un an du groupe EcoCert. Ce que j'avais envie de dire par rapport aux résultats du baromètre, c'est que c'est intéressant parce qu'à la fois, cela nous permet de partager un certain nombre de constats, mais aussi, surtout, de pistes pour agir. Ces résultats corroborent ceux d'autres baromètres. Je pense en particulier à celui de Segos qui est sorti il y a quelques jours aussi, et celui que je fais chaque année chez Des Enjeux et des Hommes, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur notre site. Et il est vrai que malheureusement, les résultats progressent peu, et je pense que la chute de certains critères peut être expliquée en particulier par la crise qu'on vient de traverser, enfin, qu'on traverse. On voit bien que les salariés sont de plus en plus concernés par les actions, les démarches RSE de leur propre entreprise, mais qu'en revanche, les dispositifs qui sont mis en place pour les impliquer continuent à être insuffisants par rapport aux enjeux. Et j'aurais 2 ou 3 points à partager avec vous. Il ressort de l'enquête que nous conduisons aussi chaque année que les salariés attendent 3
principales actions. Ils nous disent, je voudrais mieux comprendre ce que signifie la RSE, le développement durable, dans notre secteur et dans notre entreprise. Donc, il y a un grand besoin de repères. Ils demandent, et c'est leur attente principale, des formations métiers, c'est-à-dire comment l'appliquer quand je travaille au marketing ou à la direction informatique ou à la DRH. Et enfin, ils souhaiteraient également que leurs managers puissent porter ce sujet dans l'équipe naturelle de travail, ce qui reste encore trop rare. Voilà. Et on voit bien que dans les entreprises, ces sujets restent quand même portés par des équipes assez restreintes, souvent conduits en silo. Et ça, c'est pour l'interne. Et donc, il y a des grands programmes de sensibilisation, formation à déployer. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'externe, je pense qu'on va en parler aussi ce matin, mais les dernières études, notamment de Kantar ou d'Avas sur les Meaningful Brands, montrent que les consommateurs ou les clients en B2B sont de plus en plus exigeants aussi sur toutes ces dimensions. Et on observe encore de grands cas de greenwashing. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux ce qui tourne en ce moment à propos d'une marque de sport qui vient de se faire épingler par le jury de déontologie de la publicité pour des baskets soi-disant 50% recyclées, dont le message et le logo étaient potentiellement trompeurs, d'où la nécessité pour les entreprises de vraiment être transparentes sur leur démarche et de monter aussi en compétence les équipes marketing pour qu'elles soient en capacité de traduire ces engagements dans des campagnes crédibles. Je pense qu'on parlera ce matin, notamment avec Mariella Morandi aussi, de la plateforme impact.gouv de la Grégoire qui va dans ce sens. Je suis désolée, mais j'entends un gros sifflement derrière ma prise de parole. Je ne sais pas si vous l'entendez également. Alors nous, tout va bien, mais en régie, le message est passé. On va essayer de régler ce point technique d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à nous le dire s'il y a quoi que ce soit. Alors ça, c'était pour l'état des lieux, Agnès Rambaud-Paquin. Mais si la RSE est un levier de performance pour les entreprises, quels sont selon vous les outils à déployer pour que les entreprises puissent concrètement agir et mettre en place une bonne stratégie RSE? Alors, j'en vois deux principaux, d'où d'ailleurs l'outil de priorisation des enjeux qui a été mis en ligne hier, je crois, par le mouvement des entreprises de France. Je pense qu'on ne demande pas aujourd'hui aux entreprises de cocher toutes les cases. C'est pas possible et ça ne serait pas réaliste. On demande vraiment aux entreprises d'être focalisées sur leurs enjeux spécifiques, compte tenu de leur métier, de leur taille, de leur histoire. Et du coup, il est nécessaire pour elles de bien cerner les enjeux auxquels répondre. Et pour cela, il y a des référentiels internationaux du type GRI, SASB, Bicorp, etc. Mais il était nécessaire de créer des outils plus adaptés aux PME notamment. Et c'est le cas des travaux que nous avons conduits au niveau des mouvements des entreprises de France. Et je pense aussi aux référentiels sectoriels. Nous invitons toujours nos clients à se rapprocher de leur fédération professionnelle pour savoir s'il n'y a pas par hasard un référentiel sectoriel qui a été élaboré. Il y a 40 fédérations professionnelles en France qui se sont lancées, dont 18 qui ont suivi l'expérimentation de la plateforme RSE. Et si je suis dans l'hygiène industrielle ou les matériaux de construction, mes enjeux sont très différents de ceux d'une agence de com, par exemple. Donc, je pense que c'est très important de raisonner secteur par secteur. Et après, je pousserai aussi les entreprises à mener un exercice de matérialité qui consiste à aller interroger les parties prenantes externes, les fournisseurs, les grands clients, etc., les partenaires d'affaires, et à également interroger l'interne et en croisant ces deux regards, à identifier les enjeux les plus pertinents pour l'entreprise, les plus stratégiques. Donc, référentiel pour prioriser les enjeux et exercice de matérialité. Merci Agnès Rambaud-Paquin. J'aimerais avec vous qu'on aborde la question de la raison d'être. De quoi s'agit-il et comment aborder la raison d'être d'une entreprise, bien sûr? Alors, la raison d'être, je pense qu'Anne-France en parlera aussi dans quelques instants, mais il n'y a pas eu de définition réellement très précise donnée par le législateur via la loi PAC. Mais en revanche, on peut dire que la raison d'être, c'est finalement la contribution sociétale de l'entreprise, c'est l'intention que l'entreprise entend avoir pour relever les grands enjeux, les grands défis de son activité,
la raison d'être, c'est une boussole, c'est un cap, c'est comment dire, une direction qui est trouvée par une équipe de direction de COMEX dans une entreprise et qui réfléchit avec une vision long terme aux enjeux qu'il va falloir adresser dans les 10, 15, 20 années à venir. C'est un exercice qui est profondément stratégique, c'est en tout cas comme ça qu'on l'entend nous et qu'on le positionne chez nos clients. C'est très très loin d'un simple exercice de communication, d'une signature dans le cadre d'une plateforme de marque. Et c'est un travail qui est assez nouveau, assez inédit. Je pense que les entreprises françaises n'étaient pas très familiarisées avec ce type d'exercice. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça a permis de faire remonter les sujets de RSE au plus haut niveau dans les entreprises, parce que quand on travaille sur sa raison d'être, on travaille au niveau d'une équipe de direction et des actionnaires, des conseils d'administration. Et c'est un véritable levier de transformation. En tout cas, c'est pour ça qu'on essaie de l'accompagner chez nos clients. On parle de raison d'être transformative. Très bien. Est-ce qu'il y a un bon moment pour déployer sa raison d'être? On pourrait dire qu'au moment de la création d'une entreprise, s'il s'agit par exemple d'une start-up, c'est finalement l'idéal parce que c'est ce qui va nous donner ce cap, cette boussole pour les années à venir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un bon moment. On est souvent consulté en ce moment par des clients qui sont en train de formaliser leur démarche RSE, par exemple, et qui greffent un exercice raison d'être euh, sur ces chantiers. Ça me semble très intéressant, en tout cas, de mener les deux de front. Et après, je ne suis pas sûre qu'il y ait de moment idéal parce que ça dépend aussi beaucoup du temps que l'entreprise peut y consacrer, du budget aussi qu'elle peut y consacrer, parce que ces travaux ne sont pas neutres non plus. Enfin, idéalement, ça devrait plutôt s'inscrire avant un exercice stratégique, stratégie business, ou avant la formulation d'une démarche RSE. La raison d'être portant plutôt sur le why, sur l'utilité, Oui. pourquoi, et la RSE plutôt sur la responsabilité et la manière dont on va conduire le business. Et les deux sont intrinsèquement liés. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à faire passer en faveur de l'engagement des entreprises? Si vous aviez un message à faire passer, à qui vous vous adresseriez ce matin et quel serait ce message? Alors, je m'adresserai à toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre parce qu'il me semble plus simple de conduire ces exercices quand tout va bien, entre guillemets, sans y être contraint par une législation qui tout d'un coup devient très drastique ou par un grand client qui change ses critères d'appel d'offres. On a souvent croisé par le passé des entreprises qui étaient obligées de conduire euh, illico, presto, une démarche parce qu'elle s'y était prise trop tard et qu'il fallait qu'elle soit au rendez-vous de leur grand compte. Donc moi, j'aurais envie de dire, allez-y à votre rythme, mais démarrez ces chantiers dès maintenant. Très bien. Merci Agnès Rambaud-Paquin. Vous restez avec nous? Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Aurélien Beaucamp, vous êtes responsable RSE de Page Group. Alors, je vais vous donner la parole. Quelques mots d'abord peut-être pour présenter votre activité et Page Group. Oui, bonjour. Tout simplement pour présenter, moi je suis Aurélien Beaucamp, je suis responsable RSE du cabinet Page qui est composé de divers marques, Page Personnel, Michael Page, Page Assessment, etc., etc. On est une entreprise qui travaille sur l'environnement du recrutement et du conseil RH d'une façon très large, plutôt sur des profils cadres auprès de tout secteur et j'ai envie de dire de tout métier sur lesquels on peut travailler. Moi, je suis un ancien opérationnel. Je pilotais en fait une expertise non-profit. Donc, je travaille uniquement pour des associations, fondations, ONG, organisations professionnelles. Et puis, c'est vrai que la RSE sur ce secteur-là, en tout cas pour tout ce qui est droits humains, diversité, inclusion, par exemple, c'est un sujet qui est quand même essentiel. Donc, assez naturellement, je suis parti sur ces sujets-là. Mais je pense on en reparlera après. Mais chez Page, c'est quand même des sujets qu'on porte depuis une bonne dizaine d'années. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, justement, on va en parler tout de suite parce que dans le cadre de cette semaine autour de l'entreprise responsable et inclusive, que faire concrètement en matière de RSE? Quelles actions mener pour garantir la diversité dans le recrutement?
Alors ça, c'est une large question. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau. C'est pas parce qu'on parle de RSE aujourd'hui, qui est un terme un acronyme en tout cas très à la mode, qu'on s'est arrêté à ces sujets-là. Peut-être faire un petit peu d'histoire en parlant du début des années 2000, où effectivement il y a eu quand même énormément de mouvements de la part des candidats, de la part des clients, de la part des cabinets de recrutement de manière générale, pour faire avancer les choses. On a une époque aussi où il y a une énorme digitalisation, on commence à travailler sur des bases de données, donc ça c'est un changement quand même assez important en termes de paradigme. Et puis une obligation qui arrive à la fin des années 2000 de former l'ensemble des intervenants RH, notamment en termes de recrutement, sur la lutte contre la discrimination. En gros, comment recruter sans discriminer. Chez nous, chez Page, c'est un sujet qu'on a porté depuis 2003, si je ne me trompe pas, ou 2002. Et on n'a pas attendu la fin des années 2000 justement pour porter ces sujets-là, sachant qu'en fait c'est un sujet comme pour la RSE qui doit être porté à mon avis à tous les niveaux de l'organisation. Si au niveau de la gouvernance, au niveau d'une direction générale, ce n'est pas porté, ça ne peut pas marcher. Si derrière ça on n'a pas l'engagement des collaborateurs, ça ne peut pas marcher non plus. Si on n'a pas, j'ai envie de dire, l'avis de l'environnement dans lequel on évolue, les fameux stakeholders dont on parle toujours, que ce soit des investisseurs, Agnès l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit des clients, que ce soit des consommateurs, que ce soit les candidats auxquels on s'adresse, ça ne peut pas fonctionner. Quand on porte un sujet, pour éviter de se faire, j'ai envie de dire, traiter de good washing ou de purpose washing, l'idée c'est de parler à tout le monde, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Il ne suffit pas d'avoir des belles paroles en disant effectivement nous allons lutter contre la discrimination, nous allons promouvoir l'égalité des chances, nous allons travailler à ce que les profils de personnes vivant avec un handicap soient visibles. Pareil pour la question LGBT, pareil pour l'égalité homme-femme. Si vous ne proposez pas des actions très concrètes, ça ne peut pas fonctionner, très clairement. Alors du coup, quelles actions très concrètes menez-vous et incarnez-vous finalement au sein de Page Group? Alors systématiquement, bon déjà au niveau des collaborateurs, nous on a une formation systématique de tous nos joiners sur une formation qui est très, on va dire assez lourde, hein, sur comment recruter sans discriminer. Donc on repasse toutes les phases de discrimination, ce que dit la loi, ce qu'on risque également en tant que recruteur, comment on oppose aussi un argumentaire face à un client qui peut avoir une demande discriminante. Ça peut encore arriver aujourd'hui en 2021. On n'est pas sur des demandes discriminantes, j'ai envie de dire, je ne veux pas de personnes de couleur, quoique ça arrive encore un peu, mais c'est pas ça l'essentiel. On est plutôt en fait sur une méconnaissance des populations auxquelles on s'adresse. Par exemple, nous, il y a vraiment 2 sujets sur les 6 thématiques sur lesquelles on travaille. Alors, les 6 thématiques, très rapidement, ça va être égalité homme-femme, le handicap, la question de l'âge, la question de l'égalité des chances, mais qui est plutôt une égalité des chances autour de l'origine sociale ou culturelle, ou même géographique, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup des centres et des périphéries, mais quand on parle des périphéries, on pense beaucoup aux banlieues, mais il y a aussi la ruralité. Il y a la question également de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et la question LGBT. Là, on a les sujets les plus adressés par nos clients. Ce sont clairement les questions de handicap et les questions d'égalité homme-femme. Je vous le donne en mille, hein, parce qu'on a une politique des quotas en France qui existe. La loi Copé-Zimmermann qui a 10 ans, la loi Rixin-Castaner qui vient d'être votée, qui est toujours en navette parlementaire, et puis également les quotas sur les obligations d'emploi des travailleurs handicapés qui font que les entreprises doivent en fait se soumettre à ces obligations-là. Moi, ce que j'entends souvent chez nos clients en ce moment, c'est de nous dire « présentez-nous que des femmes, présentez-nous que des profils handicapés ». Le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas faire de discrimination positive. Donc nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est on va vous présenter des shortlists où il y aura des hommes, des femmes, des personnes qui vivront avec un handicap, des personnes racisées, des personnes qui viendront de différents horizons, parce que c'est ça la diversité en fait. Mais ça ne suffit pas. Ce que je dis à mes clients, c'est arrêter de penser, parce que ça on l'entend encore beaucoup, souvent, beaucoup trop, on recherche des profils qui nous ressemblent. Bon, quand on dit ça ne veut pas dire grand-chose en fait, mais on peut imaginer que des entreprises vont recruter en fait un profil qui aura tel type de formation, et souvent, ça je le rajoute, une école en particulier, parce qu'on va faire plutôt du clonage, j'ai envie de dire, et recruter et
j'ai envie de dire, se rassurer quelque part avec des profils qu'on connaît déjà, donc le sien, avec, par exemple, je sais pas, un premier parcours dans le conseil, peut-être une expérience dans l'international, et puis ensuite un retour en entreprise finale. Mais j'ai envie de dire, quand on fonctionne comme ça, finalement, on discrimine déjà, pour le coup, parce qu'on va chercher uniquement un type de profil, et derrière ça, on va exclure énormément de personnes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que, et ça va faire le lien avec ce que disait Agnès, pour être performant au niveau d'une entreprise, il faut de l'altérité. C'est-à-dire que si vous recrutez tout le temps le même profil, vous allez réfléchir toujours de la même manière. Et s'il y a une problématique qui va arriver particulière, vous allez la traiter d'une certaine manière qui fait qu'en fait, vous n'allez pas être créatif, vous n'allez pas être innovant. Et finalement, vous n'allez pas vous en sortir par rapport à un besoin de changement ou de conduite de changement qui s'impose parce que finalement, aujourd'hui, on a pas mal de choses qui viennent du politique, de la société, des stakeholders dont je parlais tout à l'heure, les investisseurs, les clients, les consommateurs, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Merci pour ce beau témoignage. Je sais qu'il y a un outil que vous utilisez qui s'appelle À compétence égale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en Oui, parler? tout à fait. Alors, À compétence égale, c'est une espèce de collectif qui regroupe l'ensemble, une grosse majorité des cabinets de recrutement de France et de Navarre. L'idée, c'est d'avoir en fait un lieu d'échange de pratiques, de partage d'expériences par rapport à des sujets qui vont nous être amenés par des clients venant de secteurs et d'horizons très très différents et qui vont pas avoir forcément les mêmes problématiques. Exemple par exemple, c'est pas ce que je viens de dire, mais sur le monde de l'IT, on sait aujourd'hui que 70% des profils sont pour des profils masculins. Comment on fait quand on a une exigence en fait d'égalité homme-femme pour l'accès à ces profils-là? Ça peut être vrai sur d'autres profils aussi. Ça peut être vrai sur les profils handicap, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de représentations par rapport à ces profils-là qui seraient finalement cantonnés à faire certains types de métiers. La logistique, l'assistanat par exemple, les métiers de la communication. Et tout ça, en fait, c'est de pouvoir échanger ensemble pour trouver des solutions très concrètes et puis pour pouvoir tout simplement accompagner nos clients et les entreprises qui recrutent au mieux. Parce que je considère que nous, en tant que cabinet de recrutement, on n'est pas simplement un partenaire ou un prestataire de service. Je déteste ce mot prestataire de service. Je parlais plutôt de partenaire. Et c'est par nous aussi que doit venir le changement et que doit venir justement cette différence qu'on doit avoir pour avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement qui nous entoure. Très bien, merci. Alors, selon vous, la politique RSE d'une entreprise fait-elle partie des critères des choix professionnels pour attirer de nouveaux collaborateurs? Ah ben complètement. Enfin, nous, on travaille beaucoup sur la question de la marque employeur. D'ailleurs, on part de l'expertise en fait qu'on a en termes de recrutement, d'assessment, d'accompagnement des talents au long cours chez nos clients. Et ça, c'est la marque employeur finalement. C'est qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des process RH qui vont faire qu'une personne va se sentir inclus, intégré dans la structure. Comment on va mesurer quelque part la politique de diversité et d'inclusion et peut-être plus largement de RSE également, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse beaucoup à l'externe en termes d'affichage, en termes de communication, en termes de marketing, mais on oublie parfois aussi les collaborateurs. Comment on les accompagne, eux, pour qu'ils puissent se sentir autorisés à être qui ils sont dans l'entreprise. Parce que je donne un exemple particulier, quand on est LGBT en entreprise et qu'on sent effectivement qu'on n'a pas un accueil favorable et que c'est difficile d'en parler, en fait, on va utiliser des stratagèmes et on va clairement s'épuiser pour cacher en fait qui on est. Et c'est autant de temps et d'énergie qui est perdu au service de l'organisation. Donc effectivement, si on met en place une politique inclusive dans la structure dans laquelle on travaille, soit privé, public ou association. Enfin, je pense que tous ces secteurs-là en fait sont concernés aujourd'hui. On n'a pas un qui est mieux que l'autre. Et bien finalement, une personne qui est gay, lesbienne, trans, etc., va se sentir accueillie, va se sentir à sa place et finalement va performer parce qu'elle va consacrer tout son temps et son énergie à l'organisation. Et je crois que j'ai digressé parce que c'était pas ça la question, me semble-t-il. C'était ça la question. C'était est-ce que le fait qu'une entreprise mette en place une bonne politique RSE permet d'attirer des talents, de nouveaux collaborateurs. Après, donc vous venez d'y répondre, bien sûr. Pardon, c'est après la question des process RH et la question de la politique diversité inclusion. Le troisième niveau, c'est vraiment comment on fait pour attirer et surtout retenir des talents. Parce que je crois que c'est à vous que je disais ça tantôt. En fait, quand on parle de politique diversité inclusion, l'entrée principale, on
pense toujours au recrutement en fait. Sauf que derrière ça, si on met pas la politique de diversité et inclusion en place dans l'organisation, avec une vraie communication, de la pédagogie sur divers sujets, le handicap, les LGBT, la question du comment on va répartir son temps de travail par rapport à sa vie privée, ça peut pas fonctionner. Je vous avais donné un exemple, il me semble, sur les profils handicapés. Aujourd'hui, 75% en fait des candidats qui se présentent en entretien, que ce soit en cabinet de recrutement ou en entreprise, ne diront jamais qu'ils vivent avec un handicap. Pour 3 raisons. La première, c'est que finalement, je pense qu'ils ont bien intégré pendant des décennies qu'ils étaient discriminés. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de dire que finalement, elle ne voit pas forcément l'intérêt d'en parler parce que l'entreprise ne met pas en place des dispositifs justement pour parler du handicap, pour expliquer ce que c'est, pour mettre en place peut-être des ateliers aussi pour que tout à chacun puisse considérer la problématique tout simplement. Et le troisième sujet, c'est que pour une personne handicapée, il n'y a pas forcément beaucoup d'accompagnement par les entreprises qui sont souvent dépourvues en fait par rapport à des structures comme je sais pas la GFIP ou d'autres structures d'État. C'est parfois difficile en fait de faire le lien entre elles. Je suis pas en train de dire que la GFIP ne fait pas son travail, hein, bien au contraire, mais c'est tellement large et c'est tellement lourd comme sujet qu'il y a une certaine perdition. Et donc si forcément en termes de recrutement et en termes d'intégration, ça ne suit pas derrière, ça ne peut pas fonctionner. Très bien, merci Aurélien Baucan. Une dernière question avec vous, on parlera des ODD avec Lionel Baraban tout à l'heure, mais juste, je sais que PageGroup est membre du Global Compact. Quel est le lien entre ODD et RSE ? Je pense que les ODD sont au service de la politique RSE de l'entreprise, tout simplement. Ça permet d'avoir, j'ai envie de dire, un certain chemin de fer, une ligne de direction en se positionnant en fait sur quelques objectifs de développement durable. Je suis pas sûr, enfin je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais je suis pas sûr qu'il faille s'occuper de tous les ODD. Enfin nous par exemple chez Page, on a pris la question de l'environnement, la question de la réduction des inégalités, la question de salaire égalitaire. Les ODD qui vous concernaient finalement directement. Et gender equalities. On va pas aller sur des sujets en fait qui nous concernent pas. On va pas avoir la légitimité pour se positionner. Donc effectivement, c'est un guide. C'est clairement un guide. C'est pas l'alpha et l'oméga de la RSE, mais en tout cas, ça donne de véritables, j'ai envie de dire. Une véritable problématique pour aller là où on veut aller en termes de politique RSE. Très bien, merci Aurélien Baucan. Merci à vous. Alors Anne-France Bonnet, bonjour. Vous êtes présidente de Nova Vista, secrétaire générale communauté des entreprises à mission. Peut-être quelques mots pour vous présenter ? Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aussi ce matin. En quelques mots, donc je m'appelle Anne-France Bonnet. J'ai créé il y a une quinzaine d'années un cabinet qui s'appelle Nova Vista. Donc on accompagne les acteurs économiques et les acteurs d'intérêt général sur leurs enjeux liés à la responsabilité. On travaille en particulier au-delà des politiques de RSE depuis 5 ans maintenant sur les sujets de raison d'être et de mission et aussi sur les stratégies d'impact. Ma deuxième casquette, c'est en effet la communauté des entreprises à mission. Donc pour le dire très succinctement, j'ai croisé la route des mines ParisTech en 2015 qui nous avaient parlé de leur concept de société à objet social étendu, qui est en fait la préfiguration de la société à mission française. Et quand on a vu en 2017 que le cadre allait sortir dans la loi, on s'est dit les acteurs économiques vont avoir un objet semi-fini à leur disposition, créons une communauté de pairs, donc d'acteurs économiques intéressés par le sujet, pour donner du contenu à ce cadre de loi. Et la particularité de la communauté, c'est qu'elle est très entourée par l'univers de la recherche, qui challenge en permanence les travaux des dirigeants qui sont sur ce chemin. Alors, on va parler évidemment avec vous des entreprises à mission, mais juste avant, une réaction peut-être sur tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde. Ce que je trouve très intéressant et en même temps un peu vertigineux, c'est pour des dirigeants de TPE-PME, quelle est l'articulation entre cet acronyme étrange qui est la RSE et cette nouvelle proposition de raison d'être et de mission. Donc j'en dirai quelques mots, après c'est un choix qu'ils doivent faire, comme le disait Agnès très justement. Mais je trouve qu'il y a 2 postures qui sont complémentaires mais néanmoins très différentes entre la RSE et la raison d'être ou la mission. Alors, comment articuler la question du sens avec celle du modèle économique, puisque finalement, c'est un petit peu ça dont il s'agit, dont il est question. Alors,
Dit différemment, si je veux être très clair et très pédagogique, c'est vrai que quand on pense à la responsabilité de son organisation, à la responsabilité sociétale de son activité, je dirais qu'on regarde vers le bas. On va regarder son activité. Comme le disait Agnès, on va croiser ce sujet-là avec les enjeux sectoriels. On va faire une analyse de matérialité pour relever quels sont mes enjeux prioritaires parce que je ne peux pas tout faire. Mais c'est toute chose étant égale par ailleurs. Donc je pilote mes externalités. La proposition de la raison d'être et de la mission est sensiblement différente. Je vais regarder très très loin et avec mon collectif me poser la question pourquoi j'existe ? Pourquoi j'ai créé ma boîte ? Qu'est-ce que j'ai tenté de faire hier ? Qu'est-ce que je tente de faire demain dans le monde qui bouge ? Et donc on voit bien que la question posée n'est pas la même. Donc après, dans l'exigence que ça, que ça pose aux dirigeants d'y aller ou de ne pas y aller, c'est engager le collectif sur la réflexion. Et derrière, se posera la question, quand j'aurai atterri sur cette raison d'être ou cette mission, parce que vous avez tous compris qu'en fait, c'est le même cadre conceptuel, hein, il y a un niveau d'exigence différent entre les deux, mais la mission, c'est une raison d'être et des objectifs. Donc, quand j'aurai terminé mon exercice, qui donne éminemment le sens collectif, la boussole, l'étoile polaire à atteindre, comment j'articule ma politique RSE avec ce sens. Mais de façon très factuelle, un dirigeant qui se dote d'une raison d'être ou d'une mission, il a dans son discours et dans sa vision quelque chose d'extrêmement connecté, alors que c'est très compliqué pour un dirigeant de s'exprimer de façon naturelle sur sa politique de RSE. On n'est pas aidé par l'acronyme, qui est moche, mais voilà, donc quelqu'un qui a pensé avec son collectif la raison d'être et la mission, tout devient extrêmement naturel, puisqu'on est bien d'accord, c'est positionné au-dessus de la stratégie, la raison d'être et la mission, et la RSE est un des leviers, mais pas que. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais je trouve qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour les acteurs économiques de s'emparer du sujet. C'est de la proactivité, c'est plus de la réactivité. C'est passionnant, mais toutes les entreprises ne peuvent pas devenir des sociétés, des entreprises à mission. Et j'aimerais simplement qu'on clarifie, quand on parle d'entreprise à mission, souvent on pense au secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est la même chose ? Non, alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut commencer à penser agnostique et ne pas opposer, ce qui est quand même la grande spécialité française, de mettre les sujets en silo. L'intérêt, et lisez bien le cadre de la loi, du concept de raison d'être ou de société à mission, c'est que ça n'est pas un statut, en tout cas la société à mission n'est pas du tout un statut, c'est une qualité. Tout type de statut en France peut adopter cette qualité. Donc c'est une qualité qui est totalement agnostique. D'ailleurs, 11% des sociétés à mission françaises sont issues de l'ESS, 17% ont en parallèle d'autres labels, donc sont Bicorp, etc., etc. Donc le sujet n'est pas là. Donc c'est en ça que c'est une innovation juridique qui n'enfreint pas la liberté d'entreprendre, qui ne s'oppose pas à des corpus préexistants, si je puis dire, et donc en fait qui tire une ambition et un collectif. L'entreprise se met elle-même en tension sur les combats qu'elle a choisi de mener, et donc je le rappelle, des SAS, des mutuelles, des ESUS, TPE, PME ou grands groupes. Donc c'est un modèle dont il faut s'emparer. Vous disiez tout à l'heure, toutes les entreprises ne peuvent pas être sociétés à mission. Si, même bien une sûr TPE, si. donc vous venez de le dire. Bien sûr. Aujourd'hui, 65% des sociétés à mission sont des TPE-PME de moins de 50 salariés. Aujourd'hui, les 300 sociétés à mission françaises couvrent à peu près 500 000 salariés en France. Donc c'est vrai qu'il y a quelques grands groupes, qu'elles soient cotées ou familiales ou mutuelles, qui tirent le nombre de salariés. Mais ça n'est pas réservé à une taille ou à un secteur particulier. Il s'agit bien d'une vision et charge après au niveau de maturité. Il y a certaines entreprises cotées qui ont des problématiques tactiques. Il faut embarquer les actionnaires. Donc, elles ne sont pas encore prêtes tout de suite à adopter cette qualité-là. Donc, d'avoir une raison d'être et des principes associés peut être une marche intermédiaire pour, derrière, adopter définitivement ce statut-là. Mais je recommande à tous de s'y intéresser vraiment, que ce soit sur la marge de la raison d'être ou sur celui de la mission, parce que ça change le mindset, ça crée une dynamique interne très forte et ça embarque l'écosystème aussi. Rappelons-nous, ce n'est pas une question de course sans fin à la vertu dont on est en train de parler, pas du tout. C'est vraiment de se dire, dans le monde de demain qui bouge beaucoup, comment moi j'ai envie d'être agile, comment moi j'ai envie de m'ancrer dans mon écosystème, un écosystème qui va me soutenir dans ce que j'ai envie d'arriver à réussir.
Et donc, il ne s'agit pas de vertu, il s'agit d'agilité et d'ancrage dans un écosystème et dans les défis qui nous concernent tous. C'est juste de la sagesse et du pragmatisme, en fait. Très bien. Alors, quels sont, après tout ce que vous avez dit, quels seraient les freins pour un patron d'entreprise? Voilà, les points de blocage principaux, quels sont-ils selon vous? Le frein, quand même, Agnès et moi, on connaît bien le sujet, c'est quand même le temps. Le frein, c'est d'accepter sur du soft, pour un collectif, d'y mettre de l'énergie et du temps. Quand on pense à son projet d'entreprise, c'est pas en 2 coups de cuillère à peau, c'est pas sur un coin de table et c'est pas à 3 personnes qu'on va le faire. Donc il faut se dire, je rentre dans un processus qui va peut-être durer 6 mois, peut-être durer 9 mois, peut-être durer 12 mois, peu importe, où on va penser ce projet-là et l'articuler. Je rappelle que c'est quand même très structurant puisque c'est un nouvel objet, un peu étrange, méta, qui est au-dessus de la stratégie ou des projets d'entreprise. Donc, y passer du temps est nécessaire. Et en plus, les équipes qui rentrent dans ces dispositifs-là, quelle que soit la taille de l'entreprise, se prennent au jeu et le sens des mots redevient un sujet au sein de l'entreprise. On a oublié le sens des mots. Et donc, collectivement, de se réapproprier le sens des mots, de le travailler, parce que la virgule devient méga importante collectivement, derrière ouvre un souffle qui redonne une dynamique très forte. Donc, je dirais, premièrement, le temps. Deuxièmement, les dirigeants, évidemment, sont extrêmement impliqués. Donc, ce n'est pas une affaire uniquement des collaborateurs, donc c'est l'affaire de tous. Donc, accepter de rentrer dans le jeu. Et puis, l'itération, qui est liée au temps. On est dans l'itération, c'est une montée en conscience collective, ça n'est pas simple. Sinon, ça fait 50 ans qu'on l'aurait fait. Donc, voilà, accepter d'itérer collectivement, d'avoir un processus simple. Mais c'est accessible des TPE aux très grands groupes, ça n'est pas le sujet là. Et c'est... Voilà, il faut que le dirigeant le sente et se dise, ça va m'amener de la valeur et ça va amener une dynamique collective. Et voilà. C'est très clair. Vous venez de dire, un des freins, c'est que les dirigeants doivent vraiment s'impliquer. Est-ce que vous pensez que les dirigeants sont suffisamment formés aujourd'hui à tous ces sujets-là? Sensibilisés peut-être, mais formés? Alors, je pense que le mot de formation n'est pas forcément adapté. Je pense que tous les dirigeants sentent, alors certains depuis longtemps, d'autres plus récemment, qu'il ne s'agit plus d'un sujet de course sans fin à la vertu. Je le rappelle. C'est bien. Ce qui est très compliqué au niveau cognitif, c'est qu'on pense qu'il y a le bien et le mal. Ça n'est pas le sujet. En fait, ça n'est pas le bien ou le mal. C'est inscrire mon entreprise dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc ça a été très compliqué quand même. Dans les 20 dernières années, beaucoup de dirigeants pensaient que c'était une histoire de bisounours ou une histoire de communication et qu'il fallait, à côté du business, gérer les externalités gentiment et continuer à faire son business comme avant. Je trouve que la crise du Covid a été un formidable accélérateur de ces sujets-là. On le voit, les entreprises très ancrées dans leur écosystème ont très bien résisté. Donc c'est une question d'agilité, de perception, d'ancrage. Donc c'est des gens qui vont vite, qui sont agiles, qui sont protégés et qui ont ce sens fin de l'utilité. Quand je dis l'utilité, à nouveau, ça n'est pas un sujet de bisounours. C'est de penser finement l'utilité de mon projet au regard de la société. Donc, ce n'est pas une question de formation, je pense que c'est une question, et je me mets dans le lot, de monter en conscience, en fait. Donc, et je pense qu'à nouveau, il faut y aller maintenant. On le voit bien, le push qu'il y a au niveau européen, là, sur la dimension normative, et qui va arriver début 2023 pour l'ensemble des entreprises, et qui va descendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était que les entreprises cotées, ça va descendre très vite. Donc, il faut que les dirigeants s'en emparent. Ça n'est pas une question de formation uniquement. Parlez-en avec vos pairs, discutez-en entre vous. Oubliez l'histoire de la vertu, pensez agilité, pensez résilience, pensez intelligence et pensez exhaustif. Et discutez-en entre pairs. Il n'y a rien de mieux pour se convaincre. Très bien, le message est passé. Dans quelques instants, nous allons parler des questions de réglementation avec vous, Mariella Morandi. Une dernière question pour vous. Dire que l'entreprise de demain serait à l'image du mariage entre le social et le business,
Est-ce que c'est un discours bisounours, justement, ou un peu qui relève de l'utopie, ou est-ce que c'est plutôt de la prospective? C'est compliqué pour moi de vous répondre, parce que évidemment, j'ai une conviction. Je pense que l'entreprise de demain est celle qui est éminemment connectée à son écosystème, à la société qui l'entoure. Point. Après, on a tout dit quand on a dit ça. Très bien, ce sera le mot de la fin. Mariella Morandi, vous êtes conseillère économie responsable auprès d'Olivia Grégoire. Bonjour, bienvenue. Première question, vous avez développé la plateforme Impact Gouv. Pourquoi et quelles sont les ambitions de cette plateforme? Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà au MEDEF pour cette invitation et de me donner l'occasion de parler donc de cette plateforme qui est un des gros projets de notre secrétariat d'État. Alors, je vais disons classer les raisons et ambitions en deux parties. La première, c'est l'aspect politique publique et la seconde, ce sera un volet très économique business. Au niveau sur la partie politique publique, nous, on a un secrétariat d'État qui a été créé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et c'était un portefeuille très inédit avec, d'un côté, l'économie sociale et solidaire qui avait déjà eu des portefeuilles ministériels, et de l'autre, l'économie responsable, donc, qui est la partie du portefeuille dont je m'occupe, et qui recouvrait peu ou prou la RSE, la finance durable, le développement durable dans les entreprises, etc., qui étaient des sujets qui intéressaient beaucoup Olivia Grégoire depuis qu'elle s'était investie dans la loi Pacte. Donc, le premier intérêt en politique, puisque je suis là, je vais quand même parler un petit peu de politique, pour nous, c'était d'avoir une plateforme qui nous permette de mettre en œuvre et de développer un discours politique qu'on avait sur la RSE et l'ESG, et de dire que tout simplement, c'était un sujet important, c'était un sujet d'avenir, et c'était un sujet éminemment politique pour des raisons notamment de souveraineté et de compétitivité économique sur lesquelles on viendra. La deuxième raison politique, c'est en fait tout simplement la cohérence avec les politiques publiques. On a parlé tout à l'heure des ODD. Les ODD, c'est des cadres qui normalement sont définis au niveau des États, mais quelle est la contribution des entreprises, du secteur privé aux objectifs collectifs, sociétaux qu'on se fixe en démocratie. Donc c'est aussi un outil qui permet tout simplement de mesurer l'implication du secteur privé à ces objectifs, puisque en fait, du coup, je suis partie du présupposé que tout le monde connaissait la plateforme, mais la plateforme Impact, elle permet à chaque entreprise volontaire de publier des indicateurs ou ses pratiques liées à la RSE ou des indicateurs de performance sur les volets sociaux, environnementaux et de gouvernance. Le troisième point sur la cohérence avec le troisième point politique, c'était d'avoir un outil qui nous permette de formaliser et de défendre la vision qu'on avait de l'ESG. Donc, premier point, c'était non, on ne voulait pas de label d'État. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que l'État doit avoir ce rôle de labellisation ou notation des entreprises? Enfin, pour nous, l'État, il fixe le droit, il fixe les règles. Il est en charge de les faire respecter. Par contre, tout ce qui relève du volontaire, c'est pas du tout à l'État de donner des bons ou des mauvais points aux entreprises. Donc notre démarche, notre politique publique en matière de RSE, c'est de dire l'important en fait c'est la transparence. À partir du moment où on est sur des démarches volontaires, ce qu'il faut c'est de la transparence, c'est de la open data et de la standardisation, mais aussi de la non standardisation sur certains sujets qui par construction ne peuvent pas être standardisés. Et ensuite, le troisième point sur l'aspect vision qu'on avait de la RSE et de l'ESG, c'était d'avoir une vision beaucoup plus orientée résultat, impact, d'où le nom de la plateforme, plutôt qu'une logique de simple transparence sur les moyens politiques mis en œuvre, qui était un peu la logique des années 2000 et des premiers développements du reporting. Et enfin, la deuxième partie des enjeux, ambitions de la plateforme, c'est la partie business, donc purement développement économique. Et donc, le but, c'était de valoriser toutes nos entreprises qui font des choses, de bonnes choses en matière de RSE. Donc, la plateforme, toutes les données sont disponibles en open data. Donc, n'importe quel partenaire commercial, investisseur, voire même, pour l'instant, c'est un volet, la plateforme est encore assez B2B, mais à terme, on aimerait beaucoup que les consommateurs puissent, en plus, aujourd'hui, il y a plein de labels pour voir, ou plein d'informations sur la performance des produits. On veut qu'ils puissent aussi voir la performance, aller se renseigner sur la performance des entreprises. Donc valoriser nos entreprises, faire de la RSE un atout
de compétitivité pour la France. Et enfin, dernier aspect, c'est tout simplement un lieu de partage de bonnes pratiques, puisque comme je le disais, avant, il n'y avait pas vraiment de... Alors, il y a la plateforme RSE qui est portée par France Stratégie, mais il n'y avait pas, disons, de portage politique et administratif du sujet. Donc là, c'est un volet qu'on est en train de mieux développer en ce moment. C'est donc partager des bonnes pratiques, avoir un lieu unique de partage de ressources. Et puis tout simplement, ne serait-ce qu'avec l'open data, ça permet aussi d'aller voir très facilement ce que fait son voisin. Et après, on va faire un système de mise en relation des entreprises pour que les entreprises puissent tout simplement collaborer ensemble. Très bien. Et avec cette plateforme, vous vous positionnez aussi dans l'anticipation de la future réglementation qui risque d'être un casse-tête, à mon avis, pour des milliers de PME d'ici pas longtemps, 2023, c'est demain? Alors, ce sera plutôt, oui, 2024 pour le premier rapport qui portera sur l'exercice 2023. Donc là, je parle de la directive sur le reporting en matière de soutenabilité, donc la CSRD pour l'acronyme en anglais. Et oui, en effet, c'est un des autres enjeux de politique publique de la plateforme, c'est de faire de l'acculturation pour toutes les entreprises, qu'elles soient PME, grandes entreprises ou quel que soit leur secteur, leur dire... on a déjà beaucoup de réglementations sur le secteur financier. Les investisseurs ont un reporting ESG qui est aujourd'hui beaucoup plus standardisé au niveau européen que le reporting des entreprises. Et de leur dire, donc, il y a déjà ces premières obligations côté investisseur qui en fait qui vous retombent dessus in fine par effet de rémanence, disons. Mais en plus, vous allez avoir, au moins les entreprises de plus de 250 salariés, un reporting obligatoire beaucoup plus rigoureux que la DPF qu'on connaît en ce moment à partir de 2024. Donc, préparez-vous. Et donc, c'est aussi un outil pour anticiper et préparer nos entreprises à la nouvelle réglementation. Très bien. Alors, du coup, comment les entreprises et toutes ces PME peuvent s'approprier dès à présent votre plateforme ? Alors, je pense que le premier, donc c'est un conseil assez personnel, mais qu'on n'arrête pas de répéter dès qu'on en a l'occasion. La première chose, c'est d'aller voir tout simplement les indicateurs qu'on a choisis. On a fait une consultation qui a duré 3 mois avec beaucoup de collectifs d'entreprises et aussi 150 entrepreneurs. Donc, on a consolidé un questionnaire d'une 50aine de questions. Qui devrait correspondre, enfin, qu'on a voulu aussi proche possible de ce que pourrait être le premier étage de la fusée du reporting qui sera obligatoire au niveau européen, donc des indicateurs secteur agnostique valables pour toutes les entreprises, avec un petit caveat sur la partie gouvernance qui, par construction, concerne beaucoup plus les grandes entreprises. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir ce questionnaire et de se rendre compte qu'en fait, quasiment tous les indicateurs sur le E et le S, particulièrement sur le S, c'est des indicateurs qui sont connus des entreprises. Sur le S, on a quasiment utilisé que des indicateurs qui se retrouvent dans la déclaration sociale nominative. Donc, c'est toutes les formalités administratives qu'on fait aux URSSAF. Donc, ça va être par exemple, c'est calculable à partir de certaines informations qui sont dans la DSN. Votre turnover, votre part de public de salariés en situation de handicap, c'est des informations que les entreprises fournissent déjà à l'administration. Et sur l'environnement aussi, il y a beaucoup d'informations qui sont déduites des factures d'électricité ou d'obligations réglementaires, le bilan des émissions de CO2. C'est déjà obligatoire pour les entreprises de 500 salariés. Donc en fait, ça n'ajoute pas grand-chose. Donc la première étape, c'est ça, c'est aller découvrir le questionnaire et peut-être regarder les informations qu'on a déjà et commencer à remplir ce qu'on a déjà. Alors ça, c'est un message qui marche un petit peu moins. On a bien dit que c'est une plateforme avec pas de gendarme à rentrer, il n'y a pas de contrôle sur les données qui sont publiées. C'est vraiment un lieu de confiance. Et ce qu'on dit aux entreprises, c'est venez même si vous avez dans un premier temps que 5 indicateurs. C'est pas grave, l'important c'est déjà c'est de commencer la démarche. Ça, c'est un message qui a un peu du mal à passer. Les entreprises se disent « Ah, mais moi, si j'en mets que 5, que mon voisin, il en a mis 15, de facto, je vais devenir moins bonne que mon voisin. » Alors, ça peut passer, il peut y avoir ce penchant-là, malheureusement. Mais en tout cas, déjà, faire la démarche de se mettre sur la plateforme, d'être transparente sur quelques indicateurs, c'est déjà bon signe. Et en plus, et ensuite, il faut commencer peut-être petit à petit à travailler sur les autres. Et il y a aussi des bonnes pratiques et des méthodologies qui sont là pour vous dire comment vous améliorer sur tel ou tel sujet. Très bien. Un dernier mot avec cette plateforme Impact Gouv, je vais y arriver. Vous posez quelque part les bases d'un capitalisme un peu plus responsable.
Selon vous, l'entreprise de demain, elle ressemblera à quoi? Alors, je crois qu'on en a parlé enfin, tout le monde l'a un petit peu dit. Le futur de la RSE, c'est clairement le volet contribution. Avant, on était sur une RSE qui était sur maîtrise des externalités. Maintenant, avec la raison d'être, l'impact, c'est qu'est-ce que l'entreprise apporte à la société. Donc, clairement, enfin, pour moi, l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui fait ce travail sur sa raison d'être, qui en a une et qui met en place des bons outils de suivi et des bons outils d'engagement de cette raison d'être, de mise en œuvre de cette raison d'être au sein de l'entreprise. Très bien, merci Mariella. Lionel Baraban, je m'adresse à vous maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur et CEO de l'entreprise Famoco. Alors, avec vous, on va parler des ODD, mais juste avant, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Avec plaisir. Donc, Famoco est une entreprise, donc c'est ce qu'on appelle une scale-up. C'est une start-up qui a un petit peu grossi. On est présent commercialement dans un peu plus de 50 pays. On fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires en Afrique. Notre métier est de fabriquer des appareils mobiles avec de la souveraineté numérique et qui participent à la transaction. Donc, on digitalise des transactions à partir d'appareils mobiles. Et ce qu'on fait en particulier pour les Nations Unies, c'est qu'on digitalise les coupons alimentaires du Programme alimentaire mondial. Et donc, pour le Programme alimentaire mondial, on gère à peu près 60 millions de bénéficiaires dans le monde et on distribue à peu près 2 milliards de dollars par an d'aide alimentaire. Donc, évidemment, ça nous a plongé tout de suite dans ce monde des SDGs ou ODD en français. Donc, voilà ce que fait Famoco. Très bien. Juste avant de parler des ODD, j'aimerais une réaction par rapport à ce que... On parlait des entreprises à mission tout à l'heure avec Anne-France Bonnet. Vous vous sentez proche de l'entreprise à mission aujourd'hui? Alors, j'ai mixed feelings, comme disent les Américains. Quand j'entends tout ça, quand j'entends tout ce qu'on dit là, d'abord, je pense que tout entrepreneur, ce qu'il entend d'abord, c'est contrainte. Donc, il dit contrainte, 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 et donc il entend warning, warning, warning. Ensuite, il entend injonction à penser politiquement correct. Il dit, moi, je pense un peu comme j'ai envie. J'ai pas envie qu'on me dise, il faut penser comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, attention. Et donc, tout ça, ça crée un cadre qui m'a l'air, pour un entrepreneur, hyper lourd, pesant, où on m'explique comment je dois penser, comment je dois réfléchir. On me donne des contraintes supplémentaires, des contraintes réglementaires, et tout ça, c'est très compliqué. Tout à l'heure, sans offense, moi je suis un petit peu entrepreneur, un peu pushy, mais on parle de discrimination. Recruter, c'est discriminer. Recruter, c'est discriminer. J'ai pas d'autre. Ouais, quand je recrute tous les jours, je dois faire le choix d'une personne. Donc, fondamentalement, je discrimine. C'est ce que je fais tout le temps. Donc, tout ça, c'est compliqué pour un entrepreneur. Et pour moi, quand je regarde les SDGs ou la politique RSE, moi, je la vois d'abord comme une opportunité extraordinaire, d'abord de gagner plus d'argent, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit gagner de l'argent, c'est notre premier métier, de changer le monde. Et on ne peut gagner de l'argent, on ne peut créer des entreprises que si, fondamentalement, ancré au plus profond de nos désirs, on veut changer le monde. Et donc, pour moi, les politiques RSE qu'on met au sein de nos entreprises, les ODD en français, sont des moyens extraordinaires d'avoir un impact sur le monde, de le changer, de le façonner. Évidemment, changer le monde, c'est une opportunité extraordinaire. D'abord, métier. Et puis ensuite, pour changer le monde et pour avoir un impact, alors il faut être capable d'embarquer ses employés avec soi et de créer une communauté. On travaille beaucoup en Afrique, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit si on veut aller vite, il faut aller seul, et si on veut aller loin, il faut aller ensemble. Et donc, si on veut changer le monde et aller loin, alors il faut aller ensemble. Et pour aller ensemble, il faut qu'on regarde tous dans une même direction. Donc, évidemment, avoir une entreprise à mission et être capable
de mettre des mots autour de ça, parce que ça n'existe que si on est capable de le verbaliser, ça n'existe que si on est capable de mettre des mots. Ça permet d'embarquer des équipes, et lorsqu'on embarque des équipes, ben et nous, on a cette expérience avec les Nations Unies, travailler avec 60 millions de réfugiés dans le monde, leur donner à manger tous les jours, quand on a des informaticiens qui travaillent là-dessus, évidemment, c'est une opportunité de marché extraordinaire, ça nous apporte beaucoup d'argent. Mais aussi, ça oblige. C'est-à-dire que on regarde sa ligne de code 2 fois. Parce que s'il y a un bug, pendant 2 jours, ils ne vont pas pouvoir aller retirer de l'argent. Ils ne vont pas pouvoir aller manger. Donc évidemment, il y a des obligations, il y a une culture qui se crée, et tout ça, c'est formidable pour la transformation. Le dernier mot que je voulais dire là-dessus, c'est que ces entreprises à mission, c'est quelque chose de dynamique. C'est par essence, c'est dynamique. On ne peut pas dire, il y a 20 ans, j'ai créé une mission et puis elle n'a pas évolué. C'est quelque chose qu'il faut remettre au travail tout le temps. C'est une pensée dynamique, mais c'est une direction qu'on veut donner pour l'entreprise. Et ça, je pense que c'est essentiel pour une entreprise de demain, parce qu'il y a, on parle de la génération Z ou XYZ, j'en sais rien. En tout cas, dans le monde de l'innovation, la rétention des talents et l'attraction des talents, c'est un domaine essentiel, et nos employés ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font, et ça c'est indispensable, d'abord pour les maintenir, mais aussi pour les motiver, pour qu'ils arrivent le matin avec le sourire, et voilà. Donc tout ça, je pense que ça crée d'abord, donc le message que je veux faire passer, c'est d'abord une opportunité pour nos entreprises, une opportunité business. Très bien, merci Lionel Barbor. Je vous ferai tous réagir par rapport à ce que vous venez de dire. J'aime beaucoup l'idée de concevoir les ODD comme finalement une opportunité de croissance, un outil. Mais pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin, selon vous, comment définiriez-vous les objectifs de développement durable? Donc les ODD, pour vous, c'est quoi? Alors d'abord, je vais faire un tout petit peu de pédagogie, donc je vais prendre mes lunettes et je vais juste les lire une fois, parce qu'on en parle beaucoup, mais voilà, très bien. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler, qui ne savent même pas ce que c'est. Donc d'abord, pour faire un tout petit peu de pédagogie, donc les ODD, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies de 2015 qui a fixé des objectifs de développement durable pour 2030. Donc on est à peu près, on n'est pas encore exactement à la moitié du chemin, mais donc ce sont 17 objectifs. Il y a une association en France qui s'appelle Global Compact, qui est formidable, qui permet aux entreprises de mieux les comprendre, de mieux les communiquer, de les faire siennes. Et donc, ce sont des objectifs. En français et en anglais, vous disiez tout à l'heure, les mots sont très importants. Ce sont des objectifs. Donc, c'est ce vers quoi on doit aller. C'est pas une injonction. C'est un objectif. Injonction et objectif sont deux mots différents. Donc d'abord l'éradication. Donc l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé. Numéro 4, accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à l'eau potable, recours aux énergies renouvelables, accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, réduction des inégalités, ville et communautés durables, consommation et production responsable, lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, respecter la vie aquatique, la vie terrestre, la justice et la paix, et le partenariat pour la réalisation de ces objectifs. Donc, passer des partenariats. Ça, ce sont les 17 objectifs. Et je pense qu'il n'y a pas une entreprise que je connaisse qui ne puisse pas se dire, parmi ces objectifs, il y a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose qui me touche. Il y a quelque chose dans lequel je pense, je peux bouger quelque chose. Et en tant qu'entrepreneur, si on crée une entreprise et si on veut de la croissance, elle est forcément liée à une volonté chevillée au corps de changer le monde dans lequel on est. Et on le change dans tous nos secteurs d'activité, on essaye de changer ce monde. Et donc, associer à son entreprise, se choisir 1, 2, 3 objectifs
de développement durable, ce sont des opportunités métiers. Et je vais donner un ou deux petits exemples. Alors, évidemment, pour nous, la lutte contre la faim. Oui, le lien avec votre PME. Évidemment, donc, pour nous, la lutte contre la faim. Mais je vais donner un exemple qui vient de nos salariés que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc, nous, on fait du paiement. On fait du paiement sans contact. On fabrique des appareils qui permettent de payer. Puis là, récemment, on a vu cette crise sanitaire avec la disparition du cash de nos vies. Et on s'est tous rendu compte à Paris que pendant les confinements, comment on dit, les beggars, je sais pas comment dire, je cherche un mot politiquement correct, mais les SDF, voilà, les mendiants dans la rue, on n'a pas de cash sur soi, on n'a plus de cash. Et puis on avait peur de les toucher, on avait peur de s'en approcher, il fallait de la distanciation sociale, donc on ne pouvait pas les approcher. Et puis on n'avait pas de cash sur soi. Et de quoi ils vivent ces gens-là? Donc en fait, tout le marché de la mendicité a perdu en gros 50% de chiffre d'affaires. Et donc un marché qui a perdu 50% de chiffre d'affaires, donc il y a des gens dans l'entreprise qui se sont dit, mais bon, nous on fait du paiement sans contact, on a des appareils mobiles, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de régler ce petit problème-là. C'est un problème important, ça peut paraître être un petit problème, ça peut paraître être anecdotique, mais en tout cas, ça nous a permis de réfléchir, d'embarquer tout un tas de salariés sur un projet qui ne se fait pas à 10 000 km de notre siège social, mais en bas de chez nous. Et ça a eu un effet de cohésion pour les équipes qui est très, très important. Et puis, c'est des opportunités de marché. Très bien, merci. C'est très concret comme ça. Vous avez contribué à un guide sur les ODD pour les PME. Et quel nouvel éclairage peut apporter ce guide en fait aux entreprises aujourd'hui? Je pense que le guide permet d'abord de faire ce que je viens de faire là en 2 minutes. C'est d'abord de lire et de prendre conscience de ce que sont ces ODD et d'essayer de faire en sorte que chacune des entreprises en prenne au moins un de ces objectifs qu'elle porte, qu'elle a à cœur. Et je pense qu'il faut essayer de le faire pas simplement comme une injonction morale, mais comme une opportunité de marché. Le monde change, le monde évolue, on le voit tous les jours, et participer à cette évolution du monde, participer à ce changement, pour un entrepreneur, c'est une opportunité de marché. Et donc ça, c'est créateur de croissance. Et si on veut de l'hyper-croissance, alors il faut changer le monde plus vite. Donc allons rapidement vers 2030. Et voilà. Et donc je pense que ces ODD sont de formidables opportunités de croissance. Et si je veux dire encore un dernier mot sur l'international, la voix de la France à l'international, quand on exporte nos technologies, et si je parle pour les technologies du monde de l'information, les technologies du paiement, de la mobilité, on parle de souveraineté des données, on parle de data privacy, on parle d'outils qui nous espionnent, vous parlez tout à l'heure de big data, d'open data. Je pense que la voix de la France, elle est particulière sur ces domaines-là, et que si on ajoute, si on croise les objectifs de développement durable avec une pratique un peu plus éthique, un peu différente de ce qu'on peut faire en informatique, ce qu'on peut faire autour des données, ça intéresse le monde. Et en tout cas, on a une voix qui est différenciante, qui est particulière entre une technologie américaine et une technologie chinoise. Certains États ont envie d'entendre une troisième voix, et qu'à ce sujet-là, la France est une troisième voix particulièrement audible et intéressante. Merci pour ce message, Lionel Baraban. On va terminer cette table ronde. Je vous propose un tour de table général. Anne-France Bonnet, peut-être une réaction et quelques mots pour conclure. J'ai juste envie de partager peut-être en quelques mots, faire une synthèse avec mon point de vue de tout ce que j'ai entendu. Je pense qu'on est un peu à une croisée des chemins avec, en effet, comment rendre visible une responsabilité de pratique. Et vous l'avez tous très bien dit, sachant qu'il y a une énorme vague qui se prépare avec la vague européenne et l'outil français qui propose en effet de s'y préparer. Donc, on est vraiment là où comment on regarde son business avec les outils existants, les 17 ODD, les référentiels sectoriels, voilà, et puis tous les outils de reporting, mais aussi, et là, avec le bémol qui était cité par l'entrepreneur à ma droite, mais
Raison d'être émission sont des modèles qui sont proposés, qui sont éminemment en respect avec la liberté entrepreneuriale. Donc voilà, il n'y a pas de cadre si ce n'est le collectif qui va choisir. Donc entre ces deux étages, vous avez de quoi faire, chers amis entrepreneurs, pour vous lancer de façon structurée dans la bataille. Merci Anne-France Bonnet. Agnès Rambaud-Paquin, un mot pour conclure. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, on vous entend très bien, parfaitement. Moi, je voulais dire, j'ai été particulièrement sensible à votre dernier témoignage, monsieur, parce que je l'ai trouvé très pédagogique. Et je pense qu'on a besoin de multiplier toutes ces occasions pour faire comprendre de façon très concrète, opérationnelle et business ce que représentent toutes ces notions. Donc, merci beaucoup. Et puis, je pense aussi, merci au Mouvement des entreprises de France d'avoir organisé cette semaine de rendez-vous qui va nous permettre de continuer à éclairer les sujets. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été avec nous ce matin, Agnès Rambaud-Paquin. Aurélien Baucan, un mot pour conclure, une réaction. Peut-être deux, du coup, si ça ne vous embête pas. Aucun Le problème. premier, c'est certainement de dire que malgré tout, moi, ce que je constate pour travailler un petit peu au niveau européen, au niveau global, parce qu'on a un groupe international, en France, on est très avancé quand même sur ce sujet-là. On a beau se plaindre énormément du fait que ça n'avance pas en termes de diversité et inclusion, ça n'avance pas en termes d'environnement. Moi, je constate quand même que... à l'instar des autres pays, les entreprises, elles sont quand même très, très investies là-dessus. Et je ne parle pas uniquement que des grandes, hein, pour le coup. Moi aussi, j'ai suivi les sujets de Global Compact, puisque Global Compact accompagne les entreprises soit à mettre en place leur politique de RSE ou tout simplement à l'améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on échange aussi entre entreprises de diverses tailles, de divers secteurs, etc. Et très clairement, il faut qu'on garde cette avance, il faut qu'on continue. Et merci de vous investir avec la secrétaire d'État sur ce sujet, parce que pour moi, c'est fondamental pour le coup. Et puis, deuxième sujet, je pense qu'il faut peut-être aussi relier cette pratique de la RSE, cette pratique de l'entreprise à mission avec des choses très concrètes de terrain, parce que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Lionel, quand on parle de ces sujets-là dans l'absolu, bon, ça parle à personne, on se demande à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va apporter à son propre business, qu'est-ce que ça va apporter en termes de développement. Si derrière ça, on apporte des éléments très concrets, en termes de lutte contre les discriminations, je reviens là-dessus quand même, parce que si on en parle, c'est quand même qu'il y a un souci à la base. Voilà. Sur les questions d'environnement, on est en plein dedans. Sur les questions d'achat responsable aussi, et puis sur les questions d'éthique et de gouvernance. Parce que même si le dirigeant est à fond sur ces sujets-là, si derrière ça, son comité de direction ne suit pas, et si en fait il ne développe pas des best practices et ne s'investit pas sur le sujet, ça ne marchera pas non plus. Voilà. Merci beaucoup. Mariella Morandi, le mot de la fin. Oui, alors désolée, je vais avant tout réagir à ce qu'a dit Lionel Baraban, parce que vous avez été le dernier à parler et vous avez assumé la provocation et j'y suis très sensible. Donc je suis désolée si vous vous sentez oppressé par le régulateur. Je pense que vraiment la contrainte, c'est vraiment pas ce qui caractérise la réglementation en termes de RSE, mission, etc. Au contraire, on n'est que sur des dispositifs volontaires. Aujourd'hui, on a une DPF qui est fondée sur des analyses de matérialité. Enfin, les entreprises publient ce qu'elles veulent, etc. On force personne à devenir une société à mission. Donc, par contre, je pense qu'il faut vraiment pas être naïf sur le fait que non, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises ne se lèvent pas le matin en se disant « super, je contribue à cette ODD ». C'est pas vrai en fait, et pour la simple et bonne raison que il y a des entreprises pour lesquelles l'enjeu principal, c'est ou de survivre, enfin préserver l'emploi. Donc en fait, nous, on est là, c'est la semaine de l'inclusion, on est content, on est tous convaincus, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas du tout un mouvement généralisé parmi les entreprises. D'ailleurs, on le voit sur Impact. Moi, je suis très contente. On a 550 entreprises qui ont signé le manifeste, 300 qui publient. C'est pas mal. Hein. Il y a 2 millions d'entreprises en France. Donc, en fait, on est encore très loin du compte. Et le but de la réglementation, c'est d'éviter à tout prix le green et le social washing. Parce que aussi, la vérité, c'est qu'il y a trop d'entreprises qui disent qu'elles contribuent et elles contribuent pas du tout. Donc merci pour l'invitation. Je pense que voilà. Le message est passé, il est essentiel. On est tous engagés, mais il faut pas non plus être naïf. Ouais. Très bien. Merci à tous pour vos témoignages, pour vos retours d'expérience, pour tous ces moments de partage. Et merci d'avoir été avec nous ce matin.